Incontestablement, dans la lutte contre l'organisation État islamique en Syrie, il y a eu un avant et un après 13 novembre. Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, enseignante à Sciences Po Paris. François Hollande verra donc cette semaine Barack Obama à Washington, il verra Vladimir Poutine à Moscou, il va recevoir David Cameron dès ce matin, il verra également Angela Merkel. Est-on en train vraiment de négocier les contours d'une nouvelle coalition ou est-ce de l'agitation diplomatique tout ça ? Non, je crois qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de mettre en place une coalition internationale pour lutter contre Daesh. Aujourd'hui, tout le monde est concerné par la menace que représente cette organisation. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment mettre en place une telle coalition, puisque juste pour rappeler quand même, on sait que la coalition internationale agit en Irak contre cette organisation à la demande du gouvernement irakien, ce qui n'est pas le cas en Syrie, puisque Bachar el-Assad n'a pas fait appel à la coalition. Bachar el-Assad a fait appel à son allié russe, qui lui intervient à sa demande. Donc, comment mettre en place une coalition qui permettra justement de répondre à cette exigence de souveraineté nationale que Bachar el-Assad met en avant pour dire « Ok, venez me donner un coup de main, mais il faut le faire avec moi, puisque moi donc je suis souverain. » Donc il est incontournable Bachar el-Assad aujourd'hui ? Tout dépend aujourd'hui comment on contourne cet obstacle, parce que là, le point qui bloque aujourd'hui pour les Occidentaux, en particulier les Français et les Américains, c'est de ne pas mettre en place une coalition avec Bachar el-Assad. Même si, rappelons-le, depuis qu'il y a des frappes contre l'organisation État islamique en Syrie, il y a une coordination de fait avec les Russes et donc avec les Syriens pour éviter tout simplement un accident dans le ciel syrien. Alors on sent bien le rôle central des Russes, Agnès Levallois, et on a en commun d'avoir été victime du terrorisme ces derniers jours avec les Russes. Les Russes, c'était l'attentat contre l'avion en Égypte, c'était quelques jours avant les attentats parisiens. Est-ce que ça nous a vraiment rapprochés ? Est-ce que ça a vraiment été un déclencheur ? Oui, bien sûr, c'est un déclencheur, parce que jusque-là, il y avait vraiment les Russes qui jouaient leur partie et les Occidentaux jouaient leur partie. Et à partir du moment où Vladimir Poutine a accepté de reconnaître que le crash de l'avion dans le Sinaï était dû à un acte terroriste, rappelez-vous, on a mis du temps avant de... Enfin, les Russes ont mis beaucoup de temps à le reconnaître. Et une fois que ça a été reconnu officiellement, effectivement, il était clairement mis en place le fait que tout le monde luttait contre cette organisation. Les États-Unis, le rôle des États-Unis suscite beaucoup d'interrogations chez nos auditeurs. Ainsi, Pauline Graziani qui tweet « Pas l'impression que les Américains aient réellement envie de s'impliquer ». C'est vrai qu'on a l'impression depuis le début que c'est un pas en avant, deux pas en arrière, Barack Obama, non ? Il faut quand même reconnaître aux Américains que ce sont eux et les premiers à agir contre cette organisation dans la coalition en Irak. Et ils ont également mené quelques opérations en Syrie. Mais donc, sans l'apport des Américains, cette coalition ne pourrait pas fonctionner aujourd'hui. D'accord. Ce qui est clair, et Barack Obama l'a toujours dit et le répète de façon incessante, c'est qu'il ne veut pas il veut pas mettre de troupes au sol. Nous non plus. Et nous non plus, et personne ne veut mettre de troupes au sol. Donc, les Américains sont coincés parce que toute la politique d'Obama, ça a été de dire retrait de la région pour prendre le contre-pied de la politique qui avait été menée par Bush, père et fils au Moyen-Orient. Donc, il est cohérent dans le sens où il ne veut pas mettre de troupes au sol, il ne veut pas repartir dans des opérations comme l'opération américaine en Irak. En revanche, il s'engage quand même dans cette coalition et sans les moyens américains, on n'arriverait pas à faire autant puisque les frappes françaises représentent quelques pourcents par rapport aux frappes de la coalition. Une coalition, c'est forcément un rapport de force. Qui sort gagnant de la séquence, entre guillemets ? C'est Poutine, c'est nous, c'est personne ? Alors Poutine, oui, a marqué des points parce qu'on voit qu'aujourd'hui Poutine est incontournable dans la région, que Poutine aujourd'hui reprend une place de leader au Proche et au Moyen-Orient, justement parce que les Américains ne veulent plus jouer ce rôle. Et c'est bien ça la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on attend des Américains qui remplissent un rôle qu'ils ne veulent plus remplir. Dans ces conditions, ce sont les Russes et Vladimir Poutine à trouver l'occasion de s'affirmer sur cette scène. Et là encore, il faut se souvenir de ce qui s'est passé en Libye, où la résolution de l'ONU a été interprétée par les Français et par les Anglais de façon plus large. Les Russes ont eu le sentiment de s'être fait avoir, passez-moi l'expression, et là, du coup, on voit des Russes beaucoup plus vigilants sur la façon dont cette communauté internationale règle la question, en tous les cas, envisage un règlement. Il n'y a pas que de la confiance, il y a aussi pas mal de méfiance dans tous ces rapports. Et les Anglais là-dedans, c'est que David Cameron sera reçu à l'Élysée tout à l'heure. Est-ce qu'ils veulent entrer dans la guerre ? Alors Cameron, oui, mais maintenant, lui, il faut qu'il obtienne l'accord de son Parlement, et là, ça nous renvoie à la séquence de août 2013. Vous savez qu'il y avait une idée de lutter, enfin de mener des frappes contre la Syrie après l'utilisation par Bachar el-Assad d'armes chimiques, et le Parlement britannique avait refusé alors que le gouvernement s'était engagé à le faire. Donc on voit que Cameron maintenant est dans la même configuration, avec là encore un changement de taille. Ce sont les attentats de Paris, c'est la menace qui pèse sur la Belgique aujourd'hui, et donc là, je pense que Cameron aura plus de moyens, plus d'arguments à faire valoir à son Parlement pour tenter de le rallier à cette décision
décision et à cette participation. Une question de Céline sur Europe1.fr, question intéressante. Peut-on être allié avec Poutine, à qui on a refusé de livrer les Mistral il n'y a pas si longtemps? Et d'ailleurs, au-delà de ça, parce que les Mistral, c'est lié à l'Ukraine, est-ce que ça remet en cause l'embargo? Est-ce que nos rapports vont se normaliser, ou est-ce que ce sont vraiment deux dossiers parfaitement distincts? Alors, ils sont distincts parce qu'effectivement, nous ne sommes pas sur le même terrain, mais c'est évident qu'ils sont liés. Et il me semble, alors je ne suis pas dans les coulisses de la négociation, mais il me semble que dans cette grande négociation qui est en train de se faire avec les Russes sur la question syrienne, le dossier ukrainien aura évidemment sa part, et il y a sûrement y avoir des négociations pour savoir comment lâcher sur un terrain et reprendre sur l'autre pour que tout le monde finalement trouve son intérêt à négocier. On voit bien qu'une négociation, c'est toujours un intérêt à obtenir des points. Une dernière question rapidement, la Turquie, quel rôle les Turcs? On sait que ça se passe pas bien entre les Turcs et les Russes. Alors les Turcs, Stratégiquement et géographiquement, ils sont placés à un endroit important. Alors c'est vrai qu'on voit la Turquie évoluer sur le dossier syrien aujourd'hui, puisqu'on voit aujourd'hui la Turquie commencer à prendre des mesures importantes pour lutter contre l'organisation État islamique, alors que jusque-là, on avait le sentiment, et réellement, que la Turquie avait un rôle ambivalent, ambigu. Depuis que quelques attentats aussi se sont déroulés sur le sol turc, les Turcs, et que Erdogan a été réélu confortablement, maintenant il peut effectivement avoir un rôle plus actif dans la lutte contre cette organisation. Donc il y a une vraie volonté internationale, reste à savoir où elle va nous mener. Merci beaucoup Agnès Levallois d'être venue en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée. Merci.